en pali sur une tablette en lac doré les pensées du Bouddha qui enseignait il y a 2500 ans. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. C'est précisément le goût du changement qui nous avait amenés cette année-là en Birmanie. À peine à Rangoon, c'est la Shwedagon qui capte tout notre intérêt. Son style, sa hauteur, sonore, c'est fabuleux, comme sa légende. Au cours d'un séjour en Inde, 2 voyageurs amènent dans une cassette 8 cheveux du Bouddha. C'est, dans les pays traversés, la convoitise de tous. Guet-apens, magie, démons. 4 des cheveux sont volés. Enfin parvenue au royaume du roi Okala, la cassette est confiée à un éléphant blanc qui se dirige vers une colline et s'y arrête. La cassette est ouverte. Oh, miracle, les 8 cheveux sont là. Le roi fait construire sur ces reliques la première pagode qui sera embellie et agrandie jusqu'à sa forme actuelle. C'est le sanctuaire le plus vénéré du monde bouddhique. L'insolite Bouddha des 4 horizons siège, imposant et placide, au milieu des grands arbres. Dans un passé encore récent, il fallait aux voyageurs plusieurs longs jours de navigation sur l'Irrawaddy pour atteindre Pagan, à 1200 km au nord de Rangoon. De tous les centres du bouddhisme en Asie, bien peu offrent une concentration de monuments aussi impressionnante que l'antique ville sainte de Pagan. En 3 siècles, des milliers de temples surgissent de terre, mais c'est au XIe siècle, sous le règne du roi Anavrata, que Pagan deviendra une puissante capitale. On n'y comptera pas moins de 10 000 sanctuaires. Elle restera une prestigieuse cité royale, jusqu'à sa destruction en 1287 par les hordes mongoles de Kublai Khan.
après les temples, il ne reste plus que quelques villages disséminés dans la plaine, réputés pour le travail de la laque. La plupart des jeunes birmans sont maquillés avec de la poudre de bois, appelée tanaka. C'est sans aucun doute la version birmane du grand méchant loup. La somptueuse Shwezigon, l'une des plus riches pagodes du pays. Elle est entièrement recouverte de feuilles d'or, appliquées par les fidèles en offrande à Bouddha. Vêtue de blanc et coiffée d'or, dans la lumière d'une fin d'après-midi, la pagode Ananda symbolise le paysage mythique de l'Himalaya, séjour terrestre des dieux. Au pittoresque marché de Pagan, les paysannes attendent les clients en fumant d'énormes cigares appelés chirot, mélange de tabac et de fleurs de cocotier, additionnés de mélasse et enroulés dans une feuille de maïs.
À l'entrée de la plupart des pagodes se tiennent des êtres fabuleux, les Shinté, dont la présence remonte à une légende. Une jeune et ravissante princesse, chassée par son père, trouva refuge dans la forêt et y rencontra un lion qui la prit pour femme. Ils eurent un fils, Siabahu, qui plus tard, apprenant la triste histoire de sa mère, tua son père qui terrorisait tout le pays. Délivrée, la population fit de Siabahu son nouveau souverain. Mais il devint lépreux en expiation de son crime et ne fut guéri qu'après avoir fait élever des statues de lions à l'entrée des pagodes pour les protéger. Les lianes et les broussailles ont pris possession des ruines de l'antique cité royale d'Ava. Lorsque les dynasties changeaient de résidence, les anciennes capitales étaient simplement abandonnées à la jungle. Entièrement fait de textes sculptés, le couvent Chwenamdo à Mandalay est un don de Thibaut, dernier roi de la dynastie birmane, à une communauté monastique. Chacun de ces petits stupas blancs contiennent une plaque de marbre sur laquelle sont gravés des passages des écritures bouddhiques. Ces 729 stupas font partie de la pagode Kutudo, ou Maison du Mérite Royal, à Mandalay. Vraiment prendre le temps de parcourir, au risque de s'y perdre, l'immense marché de Mandalay et, au milieu des bruits et des couleurs, découvrir son extraordinaire animation.
80%, les Birmans sont pour la plupart végétariens, d'où l'abondance et la variété des légumes, céréales et fruits présentés aux étalages. Nous quittons Mandalay pour le pays Shan, les fameux Shan qui donnent tant de tracas au gouvernement de Rangoon avec leur rébellion. Il est vrai qu'avec le riz, le bois de teck et les rubis, la guérilla est le principal produit de cet étrange pays qui oscille allègrement entre un chaos bien asiatique et un pouvoir autoritaire. Il y a des maquis drapeaux rouges, drapeaux blancs, Karen, Mons, Chin et Shan. Mais comme notre engagement dans un de ces maquis n'est pas le but précis de notre voyage, nous nous trouvons pour le moment à Pindaya, où se déroule une fête religieuse dans une ambiance de kermesse et de foire. Les escaliers qu'empruntent bonzes et pèlerins mènent aux grottes de Pindaya. C'est aux alentours que nous découvrirons les ruines silencieuses de quelques cités perdues, où repose un monumental Bouddha, veillé par ses disciples.
rencontrés au hasard de la route, nous mène à une cérémonie d'offrande qui prend, au milieu des temples, des allures de pique-nique, présidée par les vénérables Pongyi, version birmane des bonzes en robe safran. Les longues pirogues noires vont nous emmener vers le lac Inle, situé également en pays Shan et fief des pêcheurs Itas. Ceux-ci ont construit leurs huttes sur des pilotis plongeant dans le lac. Au cours des années, la terre s'est formée autour de ces maisons, sans cependant s'enfoncer dans l'eau. Elle s'est déposée sur d'épaisses couches d'algues pour créer des plates-bandes flottantes qui permettent le passage et le jardinage. Les pêcheurs vivent en communautés modestes, mais très vivantes, à base de troc entre familles. Habiles pêcheurs, les Itas ont une curieuse technique de la nasse et de la rame, basée sur un étonnant jeu de jambes.
sur une plateforme au milieu du lac, nous rencontrerons des familles birmanes en promenade. Et leur adieu aurait pu être notre adieu à la Birmanie. Cependant, nous retrouverons une dernière fois Rangoon, son port, l'Irrawaddy et ses barques, au moment où la lumière décline et où l'ombre estompe peu à peu le réel, ne laissant déjà que les souvenirs.